et lecture de la préface de Jacques Lacan à l'éveil des printemps de Wedekind. Pour ne citer donc ces derniers, publiés aux éditions nouvelles du champ lacanien. Une clinique d'exception est un livre qui est fait en deux parties. Donc, une première partie qui rend compte de son cours dans l'année 2021-2022, une deuxième avec des conférences prononcées en France et à l'étranger. Les livres commencent par une mise au point fondamentale des termes qu'ils mobilisent. Ainsi, Colette Soler commence par définir qu'est-ce qu'une clinique. Une clinique, dit-elle, s'y distingue de la pratique où elle est générée. Elle se distingue comme les savoirs qui s'en déposent, que l'on recueille au sein d'une pratique. Distinction donc entre clinique et pratique. Si la clinique psychanalytique peut être à la fois dite une et d'exception, comme les titres du livre nous l'indiquent, c'est qu'elle repose sur un invariant, à savoir les procédés des paroles inventées par Freud. Procédé inédit qui met en exercice l'association libre de l'analysant, adressé à un auditeur particulier qu'est le psychanalyste. C'est en cela, sur cet axe, que, selon Lacan, la psychanalyse demeure freudienne en son ensemble, indépendamment des différents courants qui jalonnent son histoire. Au sein de ces procédés uniques, il y a cependant des grandes variations dans les doctrines et pratiques analytiques. Ces variantes reposent sur ce que l'auditeur choisit d'entendre dans ce qui s'y dit, et cela est crucial car de ce qu'il choisit d'entendre dépend sa réponse. Ainsi, les premiers chapitres du livre nous conduisent d'abord aisément à travers ce que Freud a repéré et élaboré comme invariant chez l'analysant, pulsion partielle, castration au niveau de la relation sexuée, traumatisme, répétition, transfert. Ce sont des invariants de la clinique freudienne que tous les parlants ont en commun et Lacan a appelé la structure. Mais à partir de là, les textes s'écorsent. Et ça s'écorce beaucoup même, car Colette Soler ne se dérobe jamais aux difficultés du texte de Lacan pour en extraire une orientation. Si ce qui est interprété dans une psychanalyse, c'est bien la demande sous transfert, ce n'est pourtant pas ce qui s'est dit qui est interprété, mais son dire. Insiste Colette tout au long de l'ouvrage, à partir de la postface au séminaire 11. Dans ce qui s'est dit, nous restons au niveau de l'ensemble, je la cite, l'ensemble des significations qui définissent une vie, avec l'obscur désir qui s'y loge. On est au niveau du récit, du mythe individuel. Tandis qu'il est dit, est existentiel, il cause les dits de l'association libre, mais lui-même n'est pas dit. Donc c'est autour de cette avancée de Lacan, à partir des années 70, qui met donc l'existentiel, les dires existentiels au cœur de la clinique, de la pratique psychanalytique, qui s'est construit l'ouvrage. On constate d'ailleurs, en lisant ces livres, de manière très forte, que nous sommes encore bien loin d'avoir saisi toute la portée de ces remaniements de Lacan. Donc, je vous ferai juste part de quelques points qui ont retenu mon attention, particulièrement, il y en a beaucoup, mais dont certains me semblent nouveaux, ou du moins, vraiment nouveaux, c'est pour certains, ou du moins articulés pour d'autres d'une façon nouvelle. Les premiers points qui ont retenu mon attention... non, c'est pas celui-là. Un point qui a retenu mon intérêt, qui m'a interpellé dans un premier moment, c'est que Colette vous appelez les sexismes du procédé freudien. Ah oui. La formule est très étonnante au premier abord, mais c'est clair aussitôt à la lecture. Ça s'éclaire en partie. La clinique freudienne est sexiste, non pas à cause des préjugés de l'époque, vous les dites, mais, je vous cite, parce que tout ce que Freud découvre par la voie de l'association libre, c'est les signifiants maîtres du sexe, les phallus. Et scandale du discours psychanalytique, dit Lacan dans l'étourdi. Les scandales étant que les rapports
sur les femmes de ce qui avait été établi pour les hommes vient du procédé lui-même. Il provient du procédé, c'est-à-dire de cette pratique des paroles, car dans une analyse des dits indits, on n'écrit que du un phallique qui ne fait pas rapport. C'est ce qui est écrit d'ailleurs en toutes lettres dans le mathème du discours analytique. Donc vous dites, vous concluez là, les procédés répercutent donc les sexismes de la structure du langage. Cela n'a pas empêché qu'une clinique des femmes se soit tout de même développée, vous nous rappelez, mais limitée à leur rapport au phallus, avant que Lacan ne réussisse à faire entendre que la structure laissait place à autre chose. Il a d'abord donc nuancé avec la distinction entre avoir et être le phallus, mais il ne s'arrête pas là. À partir des indications de Lacan dans l'étourdi, ces livres, vous qui vous confrontez avec l'étourdi, Colette, merci. Parce que vraiment, il y a des développements sur des passages qui m'étaient passés, par exemple, inaperçus ou beaucoup. Et c'est un livre qui est aussi, je pense, une lecture de l'étourdi. Donc, à partir des indications de Lacan dans l'étourdi et dans les textes qui sont autour, vous introduisez, Colette, une question d'une clinique possiblement non sexiste qui permettrait d'approcher la patoute. Je vous cite donc une clinique signifiante qui fasse droit à la patoute contre la ségrégation signifiante ne peut être qu'une clinique des dires. Très bien, mais je me suis demandé comment cela se présente-t-il? Comment cela se répère-t-il au sein d'un procédé qui demeure, après tout, immuable et sexiste? Si j'ai bien suivi votre développement, pour parvenir à saisir cette clinique non sexiste, il faudrait commencer par interroger la dimension du parler même. Y aurait-il un parler il, tout commandé par l'inconscient langage, et un parler elle, pas tout commandé par lui? Parce que vous affirmez que dans la dimension du parler, l'inconscient nous engage différemment, selon que la jouissance qui cet inconscient colonise soit toute ou pas toute. Il y aurait ainsi, donc c'est la question, une spécificité des dits dans la parole de la patoute. Si l'on suit la logique... Ouais, bon, j'arrive. Si je suis la logique de votre argumentation, si une clinique moins sexiste est une clinique des dires, et si l'un dire est ce qui s'enferme de l'ensemble des dires, on devrait y trouver nécessairement les voies de se dire dans les dits de l'analysant. Donc, comment trouver cette voie dans les dits? Voilà, voilà, ça marche. Un autre point qui a retenu mon attention, mais c'est peut-être moins coursé, disons, c'est ce que vous appelez la valeur interprétative du silence. C'est que vous appelez un silence d'option. J'ai trouvé l'expression intéressante car la question se pose bien évidemment de comment interpréter un dire existentiel qui ne se dit pas dans une pratique exclusivement de parole. C'est là que vous évoquez un silence d'option pour les distinguer du silence simplement d'abstention, car il porte un dire non formulé sur ce qui manque au langage. L'objet A. Différemment de l'interprétation signifiante, qui révèle les signifiants de l'inconscient, mais qui en fin de compte ne représente pas le sujet, les silences, je vous cite, présentifient autre chose. Ce qui manque à savoir pour être en tout savoir absolu, autrement dit, l'objet qui trouve. Donc, je me suis posé aussi la question, si vous pensez que l'interprétation silencieuse serait plus féconde, entre guillemets, notamment pour la chute de l'hypothèse transférentielle,
quel rapport pourrait-on faire entre l'interprétation silencieuse et les interprétations équivoques que Lacan avait développées dans l'étourdi, justement? C'est-à-dire, est-ce qu'ils visent la même chose? Voilà. Pour finir, il sait très bien parce que Michel est là, et un autre point qui a retenu mon attention, c'est à la fin de votre cours, quelques lignes qui vous dédient à la clinique borroméenne, tout à la fin du livre. Et vous commencez par poser la question si les nœuds borroméens étaient dans l'enseignement de Lacan la fin du mathème, dans sa visée de transmission intégrale. Ensuite, vous vous demandez si les nœuds borroméens est lui-même un mathème. Vous ne semblez pas hésiter sur ce point parce que vous employez plusieurs reprises l'expression mathème borroméen. Ce n'est pas les points qui m'intéressent, mais il me semble que vous faites, après, une critique assez sévère du borroméen. Vous partez d'une question qui est somme toute fondamentale. Qu'est-ce qu'on peut attendre de transmissible du mathème borroméen qui puisse renouveler la clinique et les liens analytiques? Sur ces points, vous soulevez quelques inconvénients. C'est les termes que vous employez. Les premiers, je vous cite, c'est que cette axiomatique qui abandonne la seule référence linguistico-logique homogène à la langue vernaculaire est une métalangue qui ne fonctionne qu'entre les happy few formés à leur usage. Ensuite, vous dites que les borroméens n'ajoutent guère à la clinique déjà élaborée dans les références structurales et logiques. Celles-ci trouvent en effet, comme vous l'avez montré, leur place dans les configurations du nœud, comme pour inhibition symptôme-angoisse, l'objet pétital, les symptômes, la jouissance phallique. Vous interrogez donc la valeur de transmission de l'axiome borroméen et vous concluez que les borroméens, d'après ce que je lis, n'ajouteraient pas, c'est une question, vraiment du nouveau à la clinique déjà établie auparavant. Et vous terminez votre commentaire, et moi aussi bientôt, et sur le borroméen, par le fait que l'usage clinique du nœud est loin de réduire les équivoques langagiers. Cela me semble en effet un argument majeur, car les maniements du nœud, lors d'une construction de cas par exemple, dépend complètement de ce que celui qui construit le cas entend comme relevant du réel, relevant de l'imaginaire ou relevant du symbolique, dans les matériels dont il dispose pour les construire. Donc sur ce point, votre verdict me semble sans appel. L'interprétation est certes toujours subordonnée à l'interprétant, mais les borroméens redoublent l'aléatoire. Voilà, je m'arrête là.